professeur Yves-Jean Bignon, vous êtes directeur du laboratoire de biologie médicale Oncogène Auvergne. Vous êtes directeur du département d'oncogénétique du centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Et vous êtes un des pionniers de l'oncogénétique. Et c'est pourquoi on vous a demandé de venir nous expliquer ici ce que veut dire ce terme barbare, oncogénétique, et ce qu'on peut en attendre. Alors voilà, on continue dans notre série l'immunothérapie pour les nuls. Maintenant, vous nous faites l'oncogénétique pour les nuls, à 15 minutes. Alors, merci de m'avoir invité à vous parler d'oncogénétique, qui n'est pas un terme si barbare que cela. Hein. Oncos, c'est le cancer, et puis génétique, c'est effectivement la génétique des cancers. Si je peux avoir... Voilà, merci. Première diapositive. Donc, mon rôle est de vous expliquer en quelques mots ce qu'est l'oncogénétique. Alors, les cancers, dans la population, en fait, ils se présentent sous deux formes. On peut avoir des cancers qui surviennent dans une population de façon sporadique ou qui surviennent, au contraire, dans un contexte familial. Alors, la majorité des cancers surviennent de façon sporadique, mais quand il y a une présentation familiale, on va commencer à suspecter la présence de facteurs génétiques et héréditaires qui, comme cela a déjà été dit ce matin, eh bien, sont impliqués de façon identifiable dans 5 à 10% des cas environ. Alors, si on compare les facteurs de risque entre eux, il y en a un auquel on est tous exposés, et vous n'allez pas tarder à l'être avec la pause déjeuner, c'est le facteur de risque nutritionnel selon votre mode alimentaire. Alors, je vous ai pris l'exemple du cancer de l'ovaire, où si vous avez tous les facteurs de risque nutritionnel par rapport à ce cancer, eh bien, le risque de la population générale, qui est à peu près de une femme sur 100 qui sera atteinte, va passer à un risque de une femme pour 75 qui sera atteinte, ce qui multiplie votre risque par un facteur 1,3, donc qui est significatif, mais pas très élevé à l'échelle individuelle. Si par contre il y a un risque héréditaire identifié de cancer de l'ovaire, ce n'est plus une femme sur 100 qui fera un cancer de l'ovaire, mais ça va être une femme sur 2, ce qui n'est plus du tout la même chose. Et le risque par rapport à la population, il est carrément multiplié par 50. Donc de ce fait, avec l'identification de ce facteur génétique qui certes n'est pas fréquemment impliqué dans le risque de cancer de l'ovaire, mais à l'échelle individuelle, il va permettre d'avoir une valeur prédictive élevée. Prédictive positive si vous êtes porteur du risque héréditaire, prédictif négatif si au contraire vous n'êtes pas porteur de ce risque héréditaire. Et cela va bien évidemment plus loin, puisqu'on parle d'hérédité, c'est que ça va concerner bien sûr la personne que l'on a testée, mais ça va concerner également toute sa descendance. Alors l'oncogénétique, vous voulez poser une question ? Ah, alors il est lié, alors de façon très, très simplifiée, il est lié en fait la balance énergétique, qui est un des facteurs de risque, plus tout ce qui intervient dans l'équilibre hormonal chez la femme, hein, donc tous les perturbateurs hormonaux. Alors l'oncogénétique est définie de cette façon, c'est l'identification et la prise en charge personnalisée, médicale, des patients, mais pas que des patients, c'est-à-dire pas que des personnes atteintes de cancer, mais aussi de leur famille, et donc des personnes non malades appartenant à une famille dans laquelle on suspecte un risque héréditaire et qui se présente sous forme familiale. Alors c'est une discipline innovante, c'est vrai, mais qui commence à quand même avoir un certain savoir-faire, puisqu'elle est née en France en 1988, et que... elle est née à peu près dans le monde aux alentours de ces années-là et s'intègre dans ce qu'on appelle maintenant la médecine 4P, dont vous avez peut-être entendu parler. 4P pour prédictif, préventif, personnalisé et participatif. Et l'oncogénétique, hein, on peut anticiper cette médecine 4P parce qu'on prédit le risque d'être atteint d'un cancer. À partir du moment où on l'a prédit, on va mettre en place des mesures de prévention, mais ces mesures de prévention vont être personnalisées en fonction de chaque personne et de chaque famille, mais où on demandera la participation de chacun à ces mesures de dépistage et de prévention. Alors, comment mettons en place une prise en charge oncogénétique? En fait, ça repose sur ce que j'ai appelé la chaîne oncogénétique, avec 3 étapes. Première étape, c'est un service clinique multidisciplinaire
mais hautement spécialisés en oncogénétique pour voir si on peut identifier ces facteurs de risque. Mais ces facteurs de risque héréditaires, ils ne pourront être correctement identifiés qu'avec un laboratoire qui permettra de faire le diagnostic et donc d'identifier les mutations. Donc maintenant, ces laboratoires doivent être accrédités selon la règle européenne. Mais au-delà du laboratoire, eh bien, on va revenir aux patients et à la famille des patients pour la mise en place de ce qu'on appelle des programmes personnalisés de suivi oncogénétique qui reposent essentiellement sur des mesures de dépistage et de prévention. Et la mise en place de toute cette chaîne oncogénétique, 28 ans après la mise en place des premières consultations en France, a déjà démontré que nous sauvions des vies. Quand il y a un oncogénéticien dans une équipe multidisciplinaire d'oncologie, on sauve plus de vies que quand il n'y a pas d'oncogénéticien. Alors, ce n'est pas vrai en France, mais c'est vrai malheureusement encore dans de très nombreux pays dans le monde. Alors, je vais très rapidement vous présenter ces 3 étapes. Donc, première étape, quand est-ce qu'il faut adresser une famille à un oncogénéticien? Alors, il y a 2 situations. Une situation rarissime que vous ne verrez quasiment pas dans votre pratique quotidienne médicale, sur laquelle je vais passer rapidement, c'est les maladies héréditaires qui sont identifiées souvent par le pédiatre ou dans la petite enfance, où on sait que l'enfant devenu adulte peut présenter des risques de cancer qu'on va surveiller. Ce que vous verrez par contre toujours dans votre pratique médicale, si vous posez bien la question, y a-t-il des antécédents familiaux de cancer? Eh bien, à partir du moment où dans une branche familiale, il y a 3 cas ou plus de cancer, c'est une indication de consultation d'oncogénétique. Alors, il y a certaines situations où 2 cas suffisent, comme par exemple sont des cancers rares, c'est pas la peine d'attendre le 3e dans la famille, s'ils sont rares et qu'il y en a 2 dans la famille, ça suffit. Ou si c'est une famille de toute petite taille, ou quelqu'un qui ne connaît pas ses antécédents familiaux, parce qu'il est, par exemple, c'est un enfant qui a été adopté et qui ne connaît pas sa famille. Ou, autre caractéristique, si ce sont des cancers fréquents, ayant des caractères cliniques qui sont évocateurs d'un risque héréditaire, et ces caractères cliniques sont les suivants, c'est quand le cancer se déclare à un âge anormalement jeune. Si vous avez quelqu'un qui fait un cancer du côlon à 30 ans, c'est même pas la peine de lui demander ses antécédents familiaux, c'est anormal, il faut l'adresser à un généticien. Ou quand c'est quelqu'un qui développe des cancers multifocaux, c'est-à-dire quelqu'un qui fait au même moment 2 cancers dans un sein, par exemple. Ou des personnes, dernier cas, qui développent plusieurs cancers dans leur vie, un cancer du sein, puis un cancer de l'ovaire, puis un sarcome. À ce moment-là, c'est qu'il y a bien un terrain qui favorise successivement la présence de tous ces cancers. Alors pour vous illustrer un peu les choses, vous voyez, je vous disais, il faut 3 cancers dans une branche familiale. Voilà une famille où on retrouve là sur 2 générations un cancer ORL. Alors par rapport au consultant ici, qui est une femme qui a fait un cancer du sein à 62 ans, elle dit voilà, ma mère a fait un cancer du côlon à 59 ans et mon oncle maternel a fait un cancer ORL à 72 ans. On a bien 3-4 cancers dans la famille, mais ce sont 3 cancers très différents, avec des facteurs de risque très différents, et les âges auxquels les cancers se sont déclarés ne sont pas des âges particulièrement jeunes. Donc il n'y a pas de suspicion de risque héréditaire de cancer dans cette situation. Autre situation ici, famille beaucoup plus lourdement touchée, cancer du sein à 32 ans ici, une tante maternelle, cancer du sein à 35 ans, une autre tante, cancer du sein bilatéral. 2 cancers. Et puis on trouve des cancers de l'ovaire chez la mère et la tante de la consultante, et 3 cancers de l'ovaire ici, et puis des cancers du côlon également, avec une personne ici qui a fait 4 cancers successivement dans sa vie. Donc là, il n'y a pas photo, il y a bien une suspicion de risque héréditaire de cancer, mais quel cancer? Risque héréditaire de cancer du sein, des ovaires, du côlon. Eh bien, c'est là que les outils de génétique moderne et de séquençage à haut débit viennent nous aider. Fabien Calvo a parlé tout à l'heure du séquençage du génome humain, 3 milliards de dollars pour séquencer un génome en 13 ans. Les outils maintenant nous permettent de séquencer 10 génomes en 5 jours, et ça coûte à peu près 1 000 € pour séquencer un génome. Donc,
à l'heure actuelle, de plus en plus, eh bien, on va faire du séquençage à haut débit pour des familles, comme je vous ai présenté tout à l'heure, plutôt que d'analyser un ou deux gènes en fonction du feeling du clinicien, eh bien, on va dire on séquence tous les gènes qui sont connus dans le risque de ces cancers. Alors en pratique, sur quoi ça débouche en termes de programme personnalisé de suivi? Je vous ai pris un exemple qui est très emblématique pour moi, qui est celui du cancer du côlon. Cancer du côlon, voilà ici représenté une muqueuse normale, de colique, et puis où avec le temps, eh bien, peut se développer une petite excroissance, donc qu'on appelle polype, qui peut être de type adénomateux, et si on laisse ce polype se développer, eh bien, il va grossir, et puis avec le temps, eh bien, être le lit d'un cancer. Quand on sait qu'il y a un risque héréditaire de cancer digestif, dans le cadre du syndrome de Lynch, qu'est-ce qu'on fait? À partir de l'âge de 20 ans, ou plus tard 25 ans, on va dire on va commencer à vous faire des coloscopies puisque vous avez un haut risque de cancer du côlon. Et quand on fait la coloscopie, si le gastro-entérologue voit un polype, que vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière comme ici, que fait le gastro-entérologue? Il prend son lasso et il enlève le polype. Et en ayant enlevé le polype, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prévention d'un cancer du côlon qui sera apparu quelques années plus tard. Et donc par un simple geste médical, on n'est pas dans le phénomène Angelina Jolie où on enlève tous les tissus, là, une coloscopie, on enlève un polype et on fait la prévention. Donc pour conclure, à l'heure actuelle, l'oncogénétique a tellement fait la preuve de son efficacité que c'est une faute professionnelle que de ne pas adresser une famille dans laquelle on peut suspecter un risque héréditaire. Cette prise en charge, elle est bien codifiée, très codifiée même en France, avec des suivis qui sont faits à tous les niveaux, et que n'hésitez pas à demander conseil à un généticien. Il vaut mieux nous adresser quelqu'un à tort et qu'on pourra totalement rassurer que de ne pas nous adresser des familles qui sont à très haut risque. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on aura une deuxième communication sur l'oncogénétique à 15h, mais vous pourrez aussi retrouver le professeur Yves-Jean Bignon sur un atelier de 13h à 13h45 dans la zone exposition, parce que vous avez développé un protocole qui fait particulièrement écho dans cette ville, puisqu'on est dans une ville de thermalisme. C'est les soins de thermalisme post-cancer, parce qu'il y a une vie après le cancer, et après le cancer, il faut prendre soin de soi, il faut se réadapter. Alors, 30 secondes pour nous dire, vous nous faire un petit coup de teasing sur cet atelier et nous inciter à venir vous écouter. Allez-y. Alors le teasing, c'est tout simplement que on a évoqué la prévention primaire ce matin par les changements de mode de vie qui peuvent réduire le risque de cancer. Donc ça, c'est essentiel. Mais quand on est atteint d'un cancer, le changement du mode de vie peut intervenir également sur le risque de rechute et sur le pronostic. Et donc c'est excessivement important de s'attacher à l'après-cancer, à éduquer et accompagner les personnes pour modifier leur comportement de vie. Et plutôt que de le faire dans les hôpitaux universitaires ou les centres de lutte contre le cancer, l'idée originale qu'on a eue, c'est de le faire dans les stations thermales, parce qu'on est hors des contextes hospitaliers lourds, mais on reste dans un domaine de prise en charge médicalisée. Voilà, donc plus de détails sur tout ça, si vous le souhaitez, lors de l'atelier. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.